Alors, on est ravis de vous accueillir ce soir. On va vous parler UX et éco-conception. On va tout d'abord se présenter. Moi, je suis Isabelle Ferry, je suis product designer à Zenica depuis 5 ans. Donc, je suis UX UI et j'ai été formée il y a à peu près 1 an sur l'éco-conception. J'ai eu l'occasion de suivre plusieurs formations. Je crois que Zenica va former un peu tous les collaborateurs d'ici la fin de l'année. Donc, on va pouvoir avoir un élément de langage commun et partager ces quelques informations qu'on va vous présenter ce soir. Je laisse la place à Marjorie. Okay. Bonsoir à tous. Effectivement, Zenica ça fait partie de la politique de Zenica de former les collaborateurs à l'éco-conception et à la sécurité cette année. Et donc moi, je suis coach agile et également éco-ambassadrice, c'est-à-dire que j'accompagne Zenica en tant qu'entreprise et aussi les Zenica, donc les collaborateurs, pour qu'on fasse notre transition vers un développement plus durable. Voilà. Donc ce soir, on va vous parler du UX. On va faire un petit focus sur l'éco-conception pour vous donner quelques petits rappels pour ceux qui ne connaissent pas bien l'éco-conception, mais aujourd'hui c'est un peu difficile de ne pas entendre parler. On va vous présenter quelques sites sur lesquels on va s'attarder sur des problématiques de conception justement. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer la partie certaines pages ou la totalité du site. Enfin là, on va pas rentrer dans le détail des sites entiers, on va juste vous parler de quelques éléments. Et ensuite, on vous partagera quelques informations, quelques références de sites qui sont éco-conçus et autres documents intéressants sur le sujet. Je laisse la place à Marjorie qui va vous parler d'éco-conception. Oui, alors juste un point, l'éco-conception, ça peut s'appliquer à tout. Donc si vous avez assisté au talk de Raphaël juste avant, il parlait d'éco-concevoir des ordinateurs, des téléphones, mais ça touche à tout, hein, les bouteilles, les tables, etc. C'est une façon de concevoir, de produire et de gérer la fin de vie des produits pour que ça soit durable. Donc c'est-à-dire que ça respecte l'environnement, les êtres humains, l'écosystème de façon générale et la prospérité. Donc pas que l'argent, mais voilà, le fonctionnement prospère d'une économie. Et donc ça, on peut le faire, comme Raphaël le disait, aussi dans nos sites, nos services numériques que l'on développe. Et pourquoi on doit le faire? Parce qu'il y a de plus en plus de numérique dans le monde. L'arrivée du Covid a démultiplié le nombre de services numériques et en même temps démultiplier le nombre d'équipements. Et donc nous, en tant que, comme disait Raphaël, industriel en tout cas producteur de services numériques, on doit faire en sorte qu'on ne rajoute pas une pierre à l'édifice dans l'impact du numérique, mais qu'on essaye justement de faire en sorte qu'il devienne de moins en moins proportionnellement impactant. Et ça joue beaucoup sur le fait de rallonger la durée de vie des équipements et de ne pas les rendre obsolescents de façon programmée au premier sens du terme. Voilà, et c'est pas forcément simple parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que on a accès à des débits de plus en plus puissants, on a accès à des équipements qui rendent des choses de meilleure qualité et donc on va avoir tendance à créer ce qu'on appelle des obésiciels, c'est-à-dire des choses où on essaye de tout mettre à l'intérieur pour répondre à tous les besoins. Et c'est pas simple. Le rôle notamment des UX, ça va accompagner les PO pour faire en sorte qu'on se reconcentre sur le besoin de l'utilisateur, d'aller vers la sobriété et dans la conception, dans le parcours utilisateur et dans le travail avec l'équipe de réalisation. Voilà, sobriété et accessibilité. Donc on va regarder quelques sites e-commerce un petit peu plus près pour voir ce qui est possible, quelles sont les actions déjà potentiellement faisables. On a étudié 3 sites e-commerce, Patagonia, The North Face et Decathlon, donc 2 sites américains qui ont un positionnement sur la fabrication de leurs produits plutôt éco-conçus. Donc notamment Patagonia, son
positionnement, c'est sauver la planète. Ils sont plutôt visionnaires puisqu'ils existent depuis longtemps avec ces engagements, des produits éco-conçus, des actions auprès des associations. North Face, c'est une marque de produits aussi qui véhicule des actions de préservation des grands espaces, on va voir un petit peu après, et Decathlon aussi qui prend l'aspect éco-conception dans la fabrication de ces produits. Mais est-ce que ces sites, du coup les sites publics de ces marques, elles sont en cohérence avec ce positionnement? On va regarder premièrement avec Patagonia. Donc effectivement, eux, ils produisent des vêtements éco-conçus. Ils proposent aussi une réparation, des produits qui sont réparables, une garantie à vie. Donc sur le site, on peut voir, il y a des vidéos très sympas pour savoir comment réparer tel vêtement. Il y a aussi beaucoup de contenu sur leurs engagements, la protection de l'environnement. Ils font partie du 1% pour la planète. Et ils ont aussi une énorme communauté derrière eux, puisqu'ils s'adressent à leurs clients et ils ont une partie story sur leur site qui est hyper intéressante, notamment pas mal de sportifs et d'aventuriers qui pratiquent leur sport avec l'équipement Patagonia et qui retransmettent ces aventures. Donc, si vous ne connaissez pas le site Patagonia, je vous invite à le consulter. C'est une super belle expérience utilisateur, très immersive, avec beaucoup de contenu. Mais quand on regarde de plus près le poids du site, on est par rapport à l'outil EcoIndex, qui est un outil de mesure indicative qui va qui va proposer aussi quelques bonnes pratiques. On va s'apercevoir que sur la page d'accueil, on est très mal noté. Alors que cette page, elle redirige sur certaines parties du site et ça pourrait être largement optimisé. Alors effectivement, c'est un site américain. L'aspect éco-conception là-bas est beaucoup moins pris en compte que chez nous. Mais néanmoins, ça va certainement devenir un petit peu plus mondial, il faut l'espérer. En tout cas, en ce qui concerne Patagonia, ce qu'on peut se dire, là, on a le plan du site à droite. Donc on peut se rendre compte qu'on a énormément de contenu. On a effectivement peut-être une rationalisation des contenus qui pourrait être faite. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces contenus sur ce même site? On a beaucoup de photos et de vidéos plein format à tous les niveaux du site, et notamment des vidéos qui se lisent de manière automatique. On n'est pas du tout dans une approche mobile first. On peut se poser la question, comment ça fonctionne sur un téléphone un peu plus ancien, avec une connexion avec un débit limité. Est-ce que le site est opérationnel? Je ne sais pas si ces questions ont été posées. On peut limiter largement les requêtes serveurs, parce que là on voit qu'on est à 196, alors qu'idéalement il faut plutôt être en dessous de 30. Donc dans des bonnes pratiques pour limiter ces requêtes serveurs, c'est un peu le nerf de la guerre sur un site. Ça va être réduire par exemple des animations JavaScript, privilégier une pagination par rapport à un scroll infini, éviter l'autocomplétion et travailler sur un moteur de recherche qui soit plus efficient, et aussi guider l'utilisateur dans les formulaires. Donc on n'est pas rentré dans le détail du site, on va juste parler de la page shopping de Patagonia et voir comment on peut proposer quelques actions faciles à mettre en place. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bon. On est sur la page Patagonia. Donc là, on a une page, on est allé dans e-boutique. On a choisi les vestes et gilets pour femmes. Et on a une page assez chargée avec beaucoup de produits. Et on arrive avec des filtres en seconde partie. On a déjà dû visualiser tous ces produits avant de pouvoir filtrer. On a un outil de filtre tout en haut, mais qui est très discret, donc c'est un petit peu décevant. On se dit que ça pourrait être un peu optimisé et permettre de filtrer sur les produits qu'on souhaite choisir, ou en tout cas regarder, faire une recherche un petit peu plus light. On va s'intéresser à une page produit, donc par exemple la parka. On arrive sur une belle page, on a un super design, une belle identité de marque, mais on a quand même des images qui sont plein format, une vidéo qui arrive très vite, toutes ces photos avant d'avoir les spécifications et les caractéristiques techniques. Donc on se dit que c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser l'utilisateur choisir ce qu'il a envie de voir et ensuite, dans un second temps, proposer ses photos si l'utilisateur en a besoin? Voilà, donc sur ce parcours-là, je reviens sur mes slides. Hop.
Voilà, on se demande, est-ce qu'on a besoin des photos, des vidéos? Par exemple, chez Zalando, ils proposent une petite photo et puis après en cliquant, on a accès aux autres images, la vidéo, dans un second temps. Voilà, c'est des questions de conception qu'il va falloir se poser aujourd'hui, parce que nos sites sont de plus en plus lourds et notre rôle, ça va être de challenger, effectivement ces besoins utilisateurs, besoins de conception et comment on va optimiser, ces aspects-là. Pourquoi pas, à un moment donné, imaginer un design system avec, l'équivalent CO2 pour, chaque fonctionnalité. Voilà. On est au tout début de ces questions-là. Patagonia, c'est une très belle expérience utilisateur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus concevoir sans se poser ces questions-là. Ensuite, The North Face, alors c'est un site qui propose des produits sportifs pour des explorateurs des temps modernes. Donc plutôt des produits à porter au quotidien, avec notamment des produits, des vêtements, des chaussures, des sacs à dos et principalement des vêtements à mettre tous les jours. Alors eux, ils ont une approche plutôt orientée acquisition client, c'est-à-dire qu'ils ont, un site e-commerce avec leurs produits, mais après ils vont avoir pas mal d'opérations, qui vont permettre pour tenter l'utilisateur de devenir membre et accéder à un programme de fidélité. Sur le site, on a pas mal aussi de contenu sur, leur partie, engagement. Ils proposent un petit peu comme Patagonia de remettre à neuf des vêtements. C'est un service qu'ils sont en train de mettre en place. Ils expliquent comment ils développent, l'économie circulaire. Donc il y a une approche, intéressante de leur fabrication, mais c'est vrai que leur site, il est aussi assez lourd et quand on analyse la page shopping d'un produit, de la même manière, on a, encore une fois beaucoup d'images, beaucoup de photos, pas mal d'informations. Alors on va passer, hop, est-ce que vous m'avez suivi sur la partie site? Non. Alors je vais faire, voilà. Normalement c'est bon. Tu me confirmes, Marjorie? On est sur North Face Oui, ou pas? Ouais, c'est bon. oui. Ok. Alors, par exemple, pour le coup, North Face, on a un système de fil qui est tout de suite accessible. Donc là, pour le coup, ça marche bien. On a la possibilité de filtrer, d'avoir le nombre de produits correspondants. On peut le mettre à jour assez facilement, enfin le réinitialiser assez facilement. Et on a des photos qui ne sont pas trop grandes. Alors après, on peut toujours optimiser par rapport au chargement des pages, parce qu'on a un scroll quand même qui est assez long. On va s'attarder à la page produit de North Face. Et là, on a encore une fois plein de photos. Alors pour le coup, on n'a pas forcément le format idéal, hein, puisque en fait, on est obligé de chercher l'outil de zoom pour avoir du détail dans les photos. Et là, on a une image effectivement plus grand format. On peut zoomer sur chaque détail. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces photos? On se pose la question. Voilà, et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir une ou deux photos principales et puis pouvoir accéder aux autres informations qui nous intéressent, hein, les caractéristiques, les avantages, la technologie. Et on a aussi un comparatif de produits. On se pose la question de l'utilité de ce comparatif, puisqu'on peut choisir que sur critères de couleur. On n'a pas de critères d'éléments techniques de comparaison. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? On peut comparer que 2 produits. Donc voilà. Est-ce que ces fonctionnalités sont réellement utilisées? Est-ce qu'elles apportent quelque chose? Le travail de l'UX, ça va être de questionner, hein, ce parcours utilisateur. Et effectivement, je reviens sur mes slides. Merci. Effectivement, se questionner sur le parcours utilisateur et aussi sur le parcours mobile. Là, pour le coup, on a des fonctionnalités qui existent sur la partie web et qui n'existent pas sur le mobile. Donc, voilà. Donc j'invite les UX à se poser ces questions-là et en dialogue avec l'équipe. Et je vais passer la main à Marjorie pour la fonctionnalité de recherche sur The North Face. Oui, tout à fait. Alors pardon, comme Isabelle l'a montré, la liste des produits est très longue, donc elle prend beaucoup de bandes passantes
Et du coup, ce qu'ils ont développé pour compléter leur recherche, alors c'est vraiment tout nouveau, nous on l'a découvert quand on a refait enfin, quand on a finalisé la présentation là, c'est une nouvelle recherche parce qu'avant, donc en fait leur zone de recherche est ici, elle est assez ignoble, donc ils mettent des produits phares. Est-ce que c'est dynamique ou est-ce que c'est choisi par le marketing? D'une façon ou d'une autre, si c'est dynamique, ça utilise des calculs. Si c'est poussé par le marketing, du coup, ça enlève des souris. Et ensuite, quand on clique jamais sur Veste Femme, on arrive sur la page d'accueil que Isabelle nous a montré, donc lourde et en tout cas à charger. Et donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils viennent de faire là, c'est qu'ils ont une nouvelle recherche qui permet d'aider à trouver des produits. Donc, ça existe pour toute leur grande famille de produits. Et donc, très simplement, en fait, voilà, on dit pour quel sexe on veut ou âge. Je recherche, ça a un peu bugué. Voilà, on veut le produit. Et ensuite, pour quel type d'utilisation. Alors, ce qui n'est pas plus mal, c'est ça peut être sympa pour nous aider à trouver. Le problème, c'est que vous voyez nulle part là les choix que j'ai faits. Donc, c'est-à-dire que voilà, là, on ne pourra pas savoir le type d'isolation, de technologie que j'ai eu. Donc, est-ce que je me suis trompée ou pas? Est-ce que j'ai bien tout? Je ne sais pas. Et de la même façon, là, c'est pas récapitulé. Je sais pas comment refaire des filtres, en fait, à part sur voilà, sur les couleurs. Donc, la question, c'est voilà, une fonctionnalité qui a été développée, qui semble sympa, mais qui pour nous n'est pas terminée. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut cliquer sur précédent pour pouvoir avoir accès au filtre. Donc là, c'est vraiment, hein, c'est le rôle de l'UX d'accompagner le PO sur ces petites choses qui manquent et qui permettent finalement de rendre une fonctionnalité qui a l'air quand même bien sympa, mais finalement complète. Voilà, juste cet élément du haut qui permettrait de savoir en permanence ce qu'on a choisi et d'y revenir rapidement, ça serait super cool. Donc voilà, obésiciel, c'était la question. Fonctionnalité utile, utilisable. Utilisée, là, pour moi, elle n'est pas très, très utilisable. OK. On passe au site suivant. Donc, on a été sur les 2 premiers sites, hein, vraiment sur des marques qui sont à destination de communautés pour les 2 et qu'on vraiment, voilà, qui jouent sur cette communauté depuis le début. Là, on passe à Decathlon, donc on est complètement différent. On reste dans du sport, mais on reste dans des équipements qui sont de plus en plus techniques. Mais par contre, on est vraiment dans du grand public. Donc, on a des sites qui sont assez différents dans la façon d'être. Et on s'en rend compte, en fait, dès le début, quand on arrive sur la page Decathlon. On n'a pas de vidéo comme sur Patagonia. North Face ou Patagonia. On a un site qui est alors moi je dis c'est old school, j'ai l'impression de voir les sites que je voyais quand au début des années 2005-2010 quoi. Mais c'est droit au but, voilà, c'est un peu le supermarché finalement du sport. Donc on va viser vers la simplicité et quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Donc on n'a pas les mêmes personnes. Si on se concentre du coup de la même façon sur la recherche des produits, c'est une recherche assez basique et puis ensuite on a des éléments de base. Moi je voudrais me concentrer juste, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait quand on commence à taper, donc il propose, c'est pas vraiment de l'autocomplétion, il propose des choses qui correspondent, mais il y a toujours un petit moment en fait de latence entre le moment où je termine de taper et les éléments. Donc ça veut dire qu'on limite les échanges. OK, je prends ma veste. Et là, comparé aux autres sites, on a quelque chose voilà, on a directement les informations techniques. On peut aussi, là, ce qu'on voit en dessous, c'est qu'on a l'accès au reste de la page très, très facilement et que cette information-là est toujours disponible comme le nom de l'endroit où je suis
et le prix. Donc je peux facilement naviguer et contrairement à Patagonia ou North Face, les vidéos, elles sont en dessous si je veux y aller. Tout ça est extrêmement accessible pour au niveau accessibilité. Et ça semble quand même assez sympa, assez léger. Et là, en fait, on a creusé un peu avec Isabelle et on a vu que c'est pas si soft que ça. Il y a des images qui sont redimensionnées à l'intérieur des pages. On a un peu trop de requêtes et on a surtout des cookies de fou. Et donc là, on rentre vraiment dans le lien qui doit être fait entre l'éco-conception, la réalisation d'un parcours utilisateur simple. Donc là, on est vraiment dans du grand public. Donc il faut que ce soit accessible pour quelqu'un qui a 19 ans comme quelqu'un qui a 60 ans et qui a l'habitude de choses très, très basiques. Il ne faut pas perdre la personne. Mais derrière, en fait, le moteur, il n'est pas encore très, très optimisé. Même si c'est quand même. Il faut reconnaître qu'ils ont quand même fait des efforts. Oui, ils ont fait des efforts, mais ça peut être mieux. Donc moi, je pense beaucoup aux cookies qui sont très lourds qui sont finalement assez lourds. Et donc là, voilà, on voit bien en fait finalement qu'on a un lien entre tout le monde. Hein, c'est ce que disait Isabelle. On a un lien entre tout le monde sur le entre l'équipe et les éléments. Et donc un autre point en fait qui est différent de Decathlon par rapport aux autres sites. Finalement, on a un site qui est uniquement dédié au e-commerce. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que leur site de contenu, donc par exemple où ils vont parler de leurs engagements, c'est un autre site, ou alors leur site qui font des liens vers justement des actions autour d'une possible communauté, en tout cas des choses qu'ils mettent à disposition de leurs utilisateurs, c'est des applications qui sont différentes. C'est-à-dire que chaque application aussi est différente, donc on ne va pas avoir à télécharger énormément de choses, ça va droit au but et ça va fonctionner que pour ça. Donc là, on est vraiment dans la question de j'optimise, j'ai un service et j'ai un produit. Enfin, j'ai un objectif, une réponse, un besoin, une attente utilisateur et j'ai un service numérique. Donc ça, du coup, théoriquement, va permettre de pas télécharger trop de données et éventuellement avoir des choses qui sont plus fluides et plus utilisables sur différents plateformes. Ouais, on a cliqué en même temps. Oui, pour conclure, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va conclure effectivement sur l'objectif de l'UX designer, c'est de prendre en compte effectivement l'expérience utilisateur et aussi l'aspect sobriété des fonctionnalités. Donc ça va être un compromis entre ces utilisateurs finaux, la recherche utilisateur, et le choix des fonctionnalités, aller vers de la sobriété. Et comment on va faire pour le coup pour y arriver? On va designer léger en respectant l'image de marque. Designer léger, ça ne veut pas dire austérité, au contraire. C'est, je dirais, un challenge aussi de pouvoir faire des choses légères, tout en respectant l'image de marque et de pouvoir être un peu plus sobre. Influencer, effectivement, la réduction de contenu, ça va aussi impliquer une réduction de coûts puisqu'on va avoir moins de vidéos à tourner, moins de photos à faire, moins d'articles à rédiger. Donc cette sobriété, elle est bénéfique pour tout le monde, hein. Aussi le fait de rendre les sites accessibles à un maximum de personnes. Ça effectivement, c'est très lié, hein, l'accessibilité, c'est très lié à l'éco-conception et tout ça va se faire, avec le dialogue, avec les techs, parce que c'est là où tout va se jouer. Puisque, quand on commence à s'intéresser à l'éco-conception, on le partage, effectivement, dans l'équipe projet. Aujourd'hui, on commence à avoir plusieurs, parties prenantes des projets qui ont déjà une sensibilisation à l'éco-conception. Donc petit à petit, ça avance et les techs, souvent, ont déjà, des notions donc et c'est là où ça va vraiment, se concrétiser et c'est là où on va avoir un impact important. Donc voilà, donc pour résumer, comment influencer sa pratique, UX? C'est, se former à l'éco-conception et à l'accessibilité
Parce qu'effectivement, ça va rechallenger nos pratiques aujourd'hui et c'est une bonne chose. Pour vous donner quelques petites références, il y a un site qui s'appelle Low Directory, donc qui répertorie des sites vraiment optimisés avec la cotation CO2. Il y a des très jolies choses, donc je vous invite à aller le visiter. Aussi le site des designers éthiques qui donne des bonnes pratiques en termes d'éco-conception. Donc je ping Clémence Pitot qui a monté la cellule à Lyon, donc qui doit nous regarder là ce soir. Voilà, donc déjà, ça c'est des bonnes bases de sites jolis et une approche éco-conçue qui fonctionne bien, qui peut vous inspirer. Je laisse Marjorie terminer cette présentation par des références un peu plus techniques. Oui, je pense que Raphaël en a déjà parlé, puis en fait, on en a un peu parlé aussi au fur et à mesure, hein. On a EcoIndex qui est un plugin qui fonctionne et qui va analyser la conception du site, donc la gestion du JS, du CSS, le nombre de requêtes et tout. Ça va essayer de donner une note et de dire à peu près combien, en fait, en estimation, avec des unités, combien ça pourrait produire d'utiliser d'eau pour dire CO2, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant sur EcoIndex, pour moi, c'est les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, elles sont basées notamment sur les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception, qui nouvelle édition au courant avril, dont donc là pour le moment ça existe uniquement en format papier. Ça sera aussi en format numérique et gratuit, si je ne me trompe pas. Et après, le tout, ce dont Raphaël parlait juste avant, c'est-à-dire qu'il y a plein de guides de bonnes pratiques qui arrivent. Et qui, notamment le guide du gouvernement français, qui touche tous les métiers. Et donc, du coup, à chaque métier d'une équipe de développement, on a des outils maintenant, des axes de réflexion. Et ça, c'est vraiment un plus pour accentuer la transformation.